Eh bien, bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup. Merci beaucoup, Johan, pour l'invitation et puis pour l'organisation de cette belle journée. Et merci à tous tes collaborateurs, collaboratrices qui ont aidé à organiser cette journée. Je suis très content d'être là, bien que très fatigué, parce que je me suis levé à 4h40 du matin pour attraper mon train. Je vais essayer d'insuffler un peu d'énergie dans cette présentation. Et effectivement, je vais vous parler de The Legend of Zelda, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, et d'une des fonctionnalités qui a été implémentée dans un des DLC de Breath of the Wild et reprise ensuite dans Tears of the Kingdom, qui s'appelle effectivement le mode empreinte. Donc on va parler de surveillance, on va parler de technique un petit peu, on va mettre les doigts dans le code, et c'est pour ça que je suis très content d'avoir avec moi du coup Dimitri et Julien qui vont pouvoir me corriger et me sauter à la gorge voilà, en cas d'erreur, parce que je ne suis pas développeur moi-même. Mais donc voilà. Donc pourquoi ce rapprochement? Moi j'ai fait ma thèse sur le level design. Le level design, qu'est-ce que c'est? C'est cette partie du processus de production de jeux vidéo qui touche à la conception des espaces navigables dans le jeu. Hein. Et par extension, on appelle level design également le résultat de ce processus, c'est-à-dire les espaces navigables eux-mêmes que vous êtes amené à parcourir en tant que joueur ou joueuse. Et dans le cadre de ma thèse, j'ai travaillé sur une série en particulier qui est la série Zelda. Donc, quand Johan est venu me trouver en me parlant de ce thème de la surveillance, j'ai réfléchi, je me suis demandé qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme intersection entre mes sujets de recherche et ce thème de la surveillance, et j'ai trouvé. Voilà. Mais donc, avant ça, je vais vous raconter une petite histoire, une petite expérience de jeu. Ça va être très très simple dans cette présentation, je vous préviens. On va répondre à des questions très basiques. Donc le 3 mars 2017 sort The Legend of Zelda Breath of the Wild, donc dans le line-up de lancement de la Switch, et comme beaucoup de gens, donc j'ai le jeu entre les mains, j'y joue. Pour ceux et celles qui ne voient pas du tout à quoi ça ressemble, il s'agit d'un jeu d'action, aventure, exploration. Vous résolvez les problèmes de tout le monde, vous combattez des monstres, vous trouvez des trésors, et surtout vous arpentez un espace navigable extrêmement vaste. Qui est modélisé de différentes manières dans le jeu. Bon, j'y joue plusieurs dizaines d'heures, et 3 mois plus tard, le 30 juin 2017, Nintendo publie son premier DLC, c'est-à-dire contenu additionnel, payant, téléchargeable, qui s'intitule Les Épreuves Légendaires, dans lequel on trouve des choses très attendues, c'est-à-dire des nouvelles quêtes, des nouveaux trésors, bah, bref. Mais on trouve aussi une petite chose, une fonctionnalité qui est implémentée dans le jeu, plus précisément qui est implémentée dans le menu du jeu, et plus précisément dans l'interface de carte qui se trouve dans le menu du jeu, et donc que le joueur ou la joueuse peut activer lorsqu'il est sur son interface de carte, fonctionnalité qui s'appelle le mode empreinte, et qui permet, et bien, comme vous voyez sur ce petit screenshot ici, de visualiser directement sur l'interface de carte le trajet que le joueur ou la joueuse a parcouru dans le jeu avec son avatar, et ce sur les 200 dernières heures de jeu. Là, vous voyez marqué 256 à l'écran, parce que ça, il s'agit d'un screenshot du mode empreinte du jeu suivant, puisque après avoir été implémenté donc en DLC dans Breath of the Wild, il a été repris quasiment tel quel dans le jeu de base de l'épisode suivant, Tears of the Kingdom, légèrement augmenté. Vous voyez, la mémoire a été augmentée, on est passé de 200 à 256 heures de jeu. Je vais vous montrer concrètement, visuellement à quoi ça ressemble, quand on se trouve donc sur l'interface de carte de ces jeux et qu'on active le fameux mode empreinte. Oui, donc le jeu suivant, je le disais, Tears of the Kingdom, qui est sorti il y a 2 ans. Donc vous êtes sur l'interface, et quand le mode empreinte est activé, vous voyez votre petit avatar qui trace sur l'interface de carte une espèce de ligne qui correspond, donc ligne bleu-vert, vous voyez, qui correspond au trajet que vous avez réalisé sur les, donc théoriquement, 200 dernières heures de jeu. Vous voyez qu'en bas de l'interface, vous avez plusieurs options. Vous pouvez changer la vitesse, donc là c'est très rapide, là c'est très accéléré sur l'exemple que j'ai donné. Vous pouvez remonter dans le temps, vous pouvez avancer, vous pouvez faire pause, vous pouvez zoomer, etc. Bon, mais voilà comment ça se présente.
Donc il s'agit réellement d'un dispositif de visualisation de données spatiales, de données navigatoires, qui vous permet de reconstituer le trajet que vous avez réalisé dans l'espace de jeu durant vos aventures. Bon. Moi, quand je découvre cette fonctionnalité dans le DLC de Breath of the Wild 3 mois après la sortie du jeu, je me pose quelques petites questions, des questions très naïves et auxquelles d'ailleurs ont été apportées beaucoup de réponses durant toute cette journée, mais on va partir de ces questions naïves pour essayer de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. La première question que je me pose, c'est « mais alors, j'étais surveillé depuis le départ et je ne le savais pas ». C'est-à-dire que quand j'ai commencé à jouer en mars, avril, mai à Breath of the Wild, j'ignorais que mes déplacements dans le jeu, alors je suis très naïf évidemment, mais j'ignorais que mes déplacements dans le jeu étaient surveillés. J'ignorais que je produisais de la data, et il s'avère, en juin, tout à coup, je me rends compte qu'en fait, j'ai une empreinte spatiale, numérique, que je peux consulter. Bon. Il est évident que lorsque le DLC sort, il n'y a pas de production rétroactive de données. Ça, c'est impossible. Donc, ce à quoi le DLC me donne accès, ce à quoi ce mode empreinte me donne accès, c'est uniquement une option de visualisation de données qui existaient déjà. Donc pendant 3 mois, j'ai accumulé de la donnée qui a visiblement été stockée quelque part. Et au bout de 3 mois, on m'a dit, tiens, tu as le droit de les voir. Donc je ne savais même pas que je les avais produites, mais voilà, j'ai gagné le droit de les voir. Donc bon, merci Nintendo. Mais du coup, j'ai beaucoup de questions qui évidemment naissent dans mon esprit. Comment est-ce que ces données ont été collectées au sens vraiment purement technique, au sens de design, comment ça fonctionne où est-ce que ces données sont stockées? Parce que moi, naïvement, qui ne suis pas développeur, je me dis, mais ça doit être un paquet immense de data. Vous imaginez 200 heures de jeu, tout ce que j'ai fait, toutes les contrées que j'ai parcourues, ça doit représenter des terras de données. Bon, évidemment, ce n'est pas du tout le cas. Et surtout, qui a accès à ces données? C'est-à-dire, pendant les 3 mois où moi, je ne savais pas que ces données existent, est-ce que Nintendo les a utilisées, les a consultées? Bon, voilà. Moi, tout ça, je ne sais pas. Je suis naïf. Donc, voici les questions que je me pose. Est-ce que ma console, mon jeu, surveille en permanence mes comportements de jeu? Comment fonctionne cette surveillance? Qui a accès à ces données? À quoi servent-elles? Et qu'elles soient mises à disposition du joueur ou de la joueuse ou pas. À la limite, la question ne se pose pas vraiment. Mais on reviendra quand même sur cet acte qui consiste de la part d'un studio à donner accès aux joueurs et aux joueuses à ses propres données, parce que c'est pas un acte non plus, non plus tout à fait anodin ou innocent, mais on y reviendra. Bon. Donc, comment ça fonctionne? Le problème, quand on se pose la question de savoir comment ça fonctionne, c'est qu'on se rend compte qu'on ne peut pas surveiller le surveillant. C'est-à-dire qu'en fait, je ne peux pas savoir comment Nintendo, concrètement, collecte mes données de déplacement à l'intérieur du jeu. Pourquoi? Parce qu'il est bien précisé dans le End User License Agreement de la Switch qu'il est interdit de rétro-ingénierer, décompiler, désassembler une quelconque partie du logiciel. Donc je n'ai pas le droit de savoir comment le jeu me surveille. Je n'ai pas le droit d'aller désassembler les fichiers du jeu pour trouver les mécanismes, le programme, les éventuelles sauvegardes, quoi que ce soit. Donc j'ai un œil qui me regarde, on me donne accès aux conclusions, aux résultats de ce regard, mais je ne peux pas moi-même regarder l'œil qui me regarde. Je ne peux pas savoir comment ça fonctionne. Bon, rassurez-vous, on va en réalité décompiler, désassembler. Petit spoiler. On verra ça un petit peu plus tard. Mais en tout cas, je suis face à un premier blocage. Donc il faut que je trouve l'information ailleurs. L'information, ça tombe bien parce qu'elle a été évoquée dans une interview qui a été donnée dans un podcast officiel. Nintendo Power Podcast, c'est vraiment de la communication, c'est du marketing à peine déguisé. Podcast qui a été réalisé donc en décembre 2017, 6 mois après la sortie du jeu, en présence de donc Hidemaru Fujibayashi qui est le réalisateur de Breath of the Wild et Eiji Aonuma qui en est le producteur. Et ils évoquent justement ce fameux mode empreinte et ils disent des choses intéressantes à ce propos. Par exemple, Fujibayashi nous dit, voilà, d'où est-ce qu'il vient en fait ce mode... Enfin, c'est pas lui qui dit ça, mais il dit, pendant les phases de playtest du jeu,
c'est-à-dire les phases durant lesquelles Nintendo a fait jouer à un prototype, à un quasi fini de son jeu avant la sortie pour faire les derniers ajustements, pour récupérer les retours et puis ensuite corriger ce qu'il y avait à corriger, eh bien, on avait un système qui nous permettait de collecter les données de le panel qui a testé notre jeu, les playtesters. Ils étaient plus de 300, nous dit Fujibayashi. Ça me paraît très peu, moi, pour un jeu de cette envergure-là, mais admettons. Fujibayashi est très fier de dire que toutes les données étaient rassemblées sur un écran, sur un seul écran. Je ne sais pas pourquoi il est aussi fier de ça, mais en tout cas, il dit voilà, toutes les données étaient rassemblées sur un seul écran, et ces données, c'était quoi? Ces données contenaient leur nom, le nombre de cœurs qu'ils avaient quand ils jouaient, c'est-à-dire la vie de leur personnage, le nombre de fois qu'ils étaient morts, etc. Donc déjà, on voit quelque chose, c'est qu'à partir de cette première collecte de data, nous, il nous en reste pas tout à fait la totalité. Il y a des choses qui ont été enlevées. Par exemple, dans le mode empreinte, moi, je ne peux plus voir le nombre de cœurs que j'avais, ce genre de choses. Bon. Et Aonuma renchérit en disant, ce qui est intéressant, c'est que le mode empreinte, cette fonctionnalité qui a été implémentée dans le DLC, était au départ donc un outil de développement qui nous permettait de suivre la progression d'un joueur, de voir ce qui lui était arrivé, où il était allé et ce qu'il avait fait. Nous avons fini par transformer cet outil en fonctionnalité amusante pour les joueurs et nous l'avons incluse dans le premier DLC. Voilà. Donc en fait, nous, on hérite d'un programme qui était un programme de collecte de données des phases de playtest. Mais en même temps, on en hérite aussi, on hérite d'une version diminuée de ce programme. Et dans quel but est-ce que on nous donne accès à cette fonctionnalité et à ces données? Eh bien, parce que on s'est dit que c'était amusant. Voilà, c'est ce que nous dit Aonuma. Bon, on ne peut pas tirer énormément de choses de cette interview, si ce n'est que c'est quand même intéressant parce que ça montre que la collecte de données, l'exploitation, la visualisation de ces données est une part importante du processus de production d'un jeu vidéo, en particulier lorsqu'il est question du level design. Mais donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été demandé à mes amis développeurs, développeuses, et je leur ai demandé, voilà, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne? Comment est-ce que le mode empreinte de Breath of the Wild, selon vous, traque les déplacements de mon avatar dans le monde du jeu? Et j'ai eu diverses réponses. Évidemment, je n'ai pas de moyen de vérifier ces réponses, puisque je ne peux pas confirmer auprès de Nintendo que c'est comme ça que ça a été fait, mais je vais vous donner une technique qui existe et qui en réalité est extrêmement courante. Moi, les développeurs à qui j'ai parlé m'ont dit je n'ai jamais travaillé sur un projet qui n'implémentait pas cette technique de collecte de données. Cette technique, donc, elle fonctionne de cette façon-là. Vous avez votre avatar qui est dans l'espace du jeu. Là, je l'ai représenté de façon extrêmement simpliste avec une grille 4 sur 4. Bon, votre avatar se déplace, donc il change de position. Je précise une chose, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ne sont pas des jeux en ligne. Ce sont des jeux solo et ils peuvent se jouer hors ligne, donc il n'y a pas de traçage, je dirais, en temps réel des déplacements. Donc il faut que d'une manière ou d'une autre, les déplacements de votre personnage créent de la donnée qui soit ensuite stockée. Et pour ce faire, il va, mes Intel chez les développeurs m'ont dit, on appelle ça de la breadcrumb. Breadcrumb, c'est-à-dire des miettes de pain. Donc vous voyez, c'est une métaphore qui est empruntée au petit pousset, voilà, au conte de fées. C'est-à-dire que votre personnage en fait va semer des miettes de pain à votre insu. Vous ne le savez pas, vous, quand vous jouez, quand vous déplacez votre avatar, mais votre personnage sème des objets qui sont des objets invisibles pour vous, joueurs, joueuses, qui sont en revanche visibles pour les développeurs, développeuses. Et ces objets, quand ils sont créés, eh bien, possèdent au moins 2 données. Il est indiqué dans l'objet le moment de la création, c'est-à-dire début de la sauvegarde plus temps, et il est indiqué les coordonnées, la position de l'objet dans l'espace en 3 dimensions, c'est-à-dire latitude, longitude, hauteur de l'objet. Bon, à chaque fois que mon personnage donc se déplace, il sème derrière lui ces miettes de pain qui vont être des objets invisibles qui vont rester dans l'univers, dans l'espace du jeu, sauf que vous ne pouvez pas les voir et ils sont effacés progressivement. Les plus anciens sont effacés pour laisser la place aux plus récents, mais vous voyez après 200-250 heures de jeu. Donc il reste pendant extrêmement longtemps.
Ces breadcrumbs sont générés par, ils peuvent générer de différentes manières, mais moi, on m'a surtout parlé d'intervalles de distance. C'est-à-dire, quand mon personnage a parcouru tant de distance, une breadcrumb va se générer, vous voyez, plutôt que d'intervalles de temps. Bon, après, une fois que vous avez ces données-là, chaque breadcrumb est associé à un temps de création et une coordonnée. Vous les mettez sur une timeline, vous les reliez par une jolie barre turquoise, et puis voilà, vous avez votre mode empreinte en fait de Breath of the Wild et de Tears of the Kingdom. Encore une fois, je ne suis pas sûr que c'est ça que Nintendo a fait. Bon. Ou alors peut-être que si. Parce que moi, je n'ai pas le droit de décompiler, de désassembler et de rétro-ingénierer le jeu de Nintendo, mais il y a quelqu'un qui l'a fait pour moi. Alors bon, je sais que c'est illégal, mais bref. Vous voyez à gauche l'écran des sauvegardes de Tears of the Kingdom, et vous voyez à droite votre fichier de sauvegarde désassemblé et avec tous les sous-fichiers qui composent votre fichier de sauvegarde. Donc ça, la liste ici, c'est tous les sous-fichiers qui composent un fichier de sauvegarde. Et vous voyez que de façon très pratique, il y a un sous-fichier qui s'appelle Footprints. Donc qui est vraiment le fichier qui compile la position de tous les breadcrumbs de votre sauvegarde. Et vous voyez aussi quelque chose, c'est qu'il fait 600 KB, ce qui est rien du tout en fait. En fait, c'est un fichier bloc-notes voilà, où il y a juste des lignes, et en fait, ça pèse rien du tout. Donc ici, la masse des données collectées, en fait, n'a aucune espèce de contenance par rapport. Bon. Voici comment se présente chacune des lignes de ce fichier. Vous avez donc une succession de nombres. La première série, les deux premières séries concernent les coordonnées Y, les deux suivantes les coordonnées X. Vous avez ensuite une variable entre 0 et 3 qui indique si vous êtes dans le ciel, à la surface ou dans les profondeurs, puisque Tears of the Kingdom est un jeu qui se passe sur 3 niveaux de spatialité. Vous avez une variable qui indique si vous avez une discontinuité dans le déplacement, c'est-à-dire par exemple si vous vous êtes téléporté. Vous avez enfin une variable qui indique si vous êtes mort voilà, à tel endroit, et donc ça se matérialise sur la carte, l'interface de carte. Vous voyez des petites croix qui indiquent que vous êtes mort. Et vous avez une dernière variable où c'est marqué, on ne sait pas trop, peut-être qu'elle n'est pas utilisée, en tout cas il y a un peu d'interrogation. Bon, voilà. Donc ça, c'est un ingénieur logiciel de chez Google qui a fait ça sur son blog, je vous ai mis la référence, ce qui est paradoxal comme que ça vienne de chez Google, mais bref. Donc voilà, vous pouvez aller consulter, il a fait un très long article, où il a d'ailleurs rétro-ingénieré à partir de ces conclusions-là, et il a réussi à reconstituer en fait ce qui est le mode empreinte de Tears of the Kingdom, donc ce qui suppose qu'en fait cette hypothèse est viable. Voilà. Bon, j'ai été faire un tour du côté de la privacy policy de Nintendo pour avoir la confirmation, mais ça on l'a vu plein de fois aujourd'hui, donc je ne vais pas y revenir, qu'effectivement Nintendo collecte des informations sur notre gameplay. Ils le disent très clairement. Voilà, on collecte des informations sur plein de choses, votre compte, votre machin, mais aussi votre gameplay, quoi, littéralement. Bon, je précise une chose, c'est effectivement ce type de collecte de données et de visualisation de ces données dans l'espace, c'est quelque chose qui n'est évidemment pas propre aux jeux Nintendo, pas propre du tout aux jeux Zelda. C'est quelque chose qui est généralement surtout utilisé par les jeux multiplayer en ligne. Notamment pour ajuster les mécaniques de jeu, pour ajuster le level design. Par exemple, là, je vous ai mis quelques exemples de ce qu'on appelle des heat maps, c'est-à-dire des cartes de points chauds en quelque sorte qui vous permettent de visualiser dans l'espace des actions particulières ou des fréquentations particulières. Donc là par exemple une carte de Halo 3 et une autre de Valorant. Halo 3 mise à disposition par le développeur à l'époque, Bungie. Valorant recréé par les utilisateurs. C'est pas du tout le studio qui met à disposition ses propres heatmaps. Je suis désolé, je vois que je dépasse, donc je vais conclure ici. Est-ce que Nintendo a utilisé mes données pendant les 3 mois avant qu'il me donne l'accès à la visualisation de ces données? J'en ai aucune idée. Je sais pas. Probablement, ils ont dû jeter un œil pour voir que tout allait bien. Est-ce qu'ils en ont vraiment fait quelque chose? Bon, ma supposition, c'est que s'il y a Tears of the Kingdom qui se passe exactement sur la même carte 8 ans après, ils ont sûrement quand même regardé où est-ce que les joueurs allaient, où est-ce qu'ils n'allaient pas, à quels endroits ils se rendaient, quels endroits ils avaient tendance à délaisser. Ça leur a donné des indications de level design pour l'épisode suivant.
s'il y avait un épisode sur lequel collecter les données spatiales, enfin les données navigatoires des joueurs et des joueuses, c'était bien Breath of the Wild. Hein. Donc peut-être, mais j'en sais rien. J'ai aucune certitude là-dessus. Voilà. Oui, donc bonjour à tous et merci évidemment de l'invitation, Johan, pour tout ça. On en est très reconnaissant, Julien et moi. Oui, donc en fait, pour un petit peu nous situer par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le début de la journée, donc nous sommes des développeurs donc, du jeu vidéo qui s'appelle The Lost Your Best Future. Donc en fait, voilà, je vais d'abord vous faire un petit pitch rapide et après on va faire en fait une présentation un petit peu en 2 temps. De mon côté, je parlerai plus, on va dire, des intentions et surtout, on va dire, des références, on va dire, plus, enfin, on va dire littéraires, qui sont liées, on va dire, aux intentions du jeu et aussi un petit peu son background, d'où on vient et pourquoi Dolos. Et Julien fera la transition avec le jeu. Comme ça, du coup, ça fera un complément aussi avec ce que vous avez eu hier soir, si jamais vous étiez là pour la présentation du jeu. Donc juste, ouais, effectivement, Dolos, c'est un thriller politique de science-fiction dans lequel on est un opérateur d'une IA qui définit l'avenir de tous les gens d'un pays. Le pays s'appelle la Goétie, donc voilà, c'est petite référence dans le sens où c'est un pays, on va dire, qui peut faire beaucoup penser un petit peu à la France, mais de manière totalement fictive. Et en tant qu'opérateur, donc on a la possibilité de suivre les règles de cette IA, qui en gros attribue une place à tous les gens d'un pays. Concrètement, c'est de par la récupération des données, l'IA est capable de dire ton travail pour la vie sera ce travail-là, car tu es le plus efficient possible pour ce travail-là. Et ça, c'est la version de Dolos, ou alors effectivement lutter contre le système de par une narration qui ne se veut pas du tout obligatoire et par laquelle justement des voies alternatives se dessineront à mesure qu'on progressera dans le jeu. Donc ça, c'est vraiment la liberté du joueur, de la joueuse, de s'y aventurer. Ça, c'était pour le pitch, on va dire, général. Alors, donc en fait, la particularité, c'est qu'effectivement, le développement de Dolos, concernant moi et Julien, en fait, c'est fait dans des conditions assez particulières, vu qu'en fait, nous avons fait des études de game design à l'université Paul Valéry à Montpellier. Et en fait, c'est un master, donc jeux vidéo, mais art plastique, dans la catégorie art plastique. Donc justement, on en parlait ce matin par rapport à la reconnaissance du jeu vidéo. Est-ce que l'art en tout cas, est-ce que l'art inclut le jeu vidéo? En tout cas, nous, dans la manière dont, on va dire, on nous a enseigné le jeu vidéo, ça a été pris en compte, dans le sens où justement, vu que c'est un peu le sujet aussi de cette table ronde par rapport aux mécaniques, la formation dans laquelle en fait on a été a une considération particulière des mécaniques comme étant expressives de messages, de critiques si on veut, mais de manière générale qui peut parler de la société de par différents biais. Donc moi de mon côté, je vais vraiment un petit peu me concentrer à la base sur l'apport théorique qu'on a retenu dans Dolos et donc les choses aussi qui nous avaient été inculquées et surtout l'application aussi à mesure que le jeu s'est construit. Les 3 enseignements, on va dire, importants qu'on peut retenir de ce qu'on a appris, c'est pour la première qu'effectivement, comme je vous dis, donc les mécaniques sont expressives de messages. C'est notamment un enseignant-chercheur qui s'appelle Jan Bogost, qui est d'ailleurs un chercheur au MIT, me semble, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Persuasive Games, que je vous invite très chaudement à lire, et qui justement voilà, parle de la portée rhétorique des mécaniques de jeu, aussi bien du point de vue des créateurs et des créatrices, mais aussi des joueurs et des joueuses, parce que justement, ça marche dans les 2 sens. Et ça, je pense que c'est un sujet qui est assez intéressant, car quand bien même le jeu est produit, après, derrière, il y a aussi l'interprétation du jeu, potentiellement même les réappropriations. Et justement, en parlant de réappropriation, il y a une autrice notamment qui s'appelle Mary Flanagan, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Critical Play et qui parle justement des réappropriations des joueurs et des joueuses dans le jeu de société, en parlant notamment du Monopoly, qui à la base a été conçu comme étant une critique du monopole, mais qui aussi a été détourné. Et donc voilà, tous ces outils-là, en fait, c'est des choses, on va dire, c'est un peu des munitions qu'on a gardées de notre côté pour construire Dolos. Petit mot aussi sur l'art game, qui est en fait aussi quelque chose qui est méconnu, mais qui justement, l'art game, pour résumer, c'est un genre de jeu qui tout le but du jeu, on va dire, est de comprendre un message. Et donc, en fait, au départ, on est souvent dans un contenu assez nébuleux, assez vague. Et en fait, c'est une sorte de chasse au trésor qui dirige vers une compréhension. Donc voilà, ce sont des éléments, on va dire, qu'on a gardés, car dans tous les cas, ça concerne souvent les mécaniques de jeu.
Et justement concernant Dolos, justement, donc moi et Julien on s'est retrouvés donc au master jeux vidéo. Julien qui a un parcours de sociologie, moi qui ai un parcours de communication visuelle, donc vraiment deux parcours très très différents. Et justement dans un contexte de mobilisation sociale à l'époque en 2018, contre Parcoursup entre autres, la fac a été bloquée, donc nous avons participé activement, non pas qu'au blocus, mais aussi justement à créer des sous l'encouragement de nos enseignements à proposer à la fois des cours carrément, et voire même justement des propositions de création de projets, dont faisait partie Dolos, justement sous l'initiative de Julien à l'époque, parce que je n'étais pas encore dans l'équipe. Et voilà, donc c'est là qu'est née l'idée d'un Dolos, qui est une sorte de Parcoursup 2084, on va dire, poussé à l'extrême, dans lesquels les dérives d'une société néolibérale sont vraiment très très mises en avant, pour justement, dans un intérêt de science-fiction et d'anticipation, de pouvoir, pour refaire accord avec la surveillance, justement, se poser beaucoup de questions. Et voilà. Et donc du coup, de mon côté, j'en suis à combien? Je fais juste un petit check temps parce que voilà. De mon côté, donc j'ai aussi fait une recherche sur Dolos. Une recherche qui justement, Julien montrera des exemples, on parlera du jeu juste après. La particularité de Dolos, en fait, c'est qu'on a voulu faire, on va dire, quelques petites avancées, notamment le fait que dans Dolos, la narration et le gameplay sont extrêmement liés. C'est quelque chose qu'on a emprunté notamment au Play Studies, à la narration environnementale d'Orrin Jenkins, mais de manière plus générale aussi, au Play Studies. Donc en fait, c'est une manière de considérer, contrairement à ce que justement les Game Studies avaient tendance à faire, d'opposer narratologie et ludologie, de dire que le jeu vidéo c'est un concentré de mécanique et de narration en simultané, que c'est souvent l'addition des deux qui forme la complexité du jeu vidéo et de ses mécaniques. Justement, en parlant de tout ça, il y a une chose importante aussi qui est retenue dans Dolos, c'est la gamification, enfin en tout cas la représentation de la gamification. Là, pareil, si vous voulez quelques petites références, effectivement, il y a Jen McGonigal qui a d'abord dans Reality is Broken a parlé de la gamification dans les années 2000. C'est justement l'idée donc juste pour la définition, voilà, de transposer les conditions de jeu dans un environnement qui à la base n'est pas un jeu. Donc ça peut être le travail ou ça peut être plein d'autres choses. Et là, justement, il s'avère que pour nous, on a choisi le travail, car on en parlera. Dolos, c'est aussi justement un outil de travail dans lequel un opérateur va faire des missions successives et va travailler en fait comme Paper Please où on est agent de la douane. Ben là, dans Dolos, on est agent, on va dire, d'efficience, une personne qui en tout cas a pour mission de réguler la société, donc en fait dans un certain aspect. Et donc voilà, et donc oui, donc en fait, donc tous ces outils-là, donc notamment la recherche que j'ai fait sur Dolos aussi de mon côté, c'était en fait tout ça pour dire en fait que donc Dolos effectivement c'est à la fois une application pratique et un jeu, c'est vraiment un jeu, je vous rassure là-dessus, mais c'est aussi un travail de recherche, ce qui fait on va dire une petite particularité, car toutes les références que je vous ai données, ça faisait justement le cadre d'une recherche socio-critique et aussi pluridisciplinaire qui mêlait philosophie, économie et jeux vidéo. Il y a aussi des références vraiment, justement, je parlais des Game Studies et des Play Studies. Mathieu Triclot aussi, beaucoup de références et de philosophes du jeu vidéo très très contemporains pour le coup, qui ont abouti justement sur la réflexion de Dolos. Et avant de laisser la parole à Julien, donc ouais, le développement juste en tant que tel pour le jeu, donc on est dessus depuis donc du coup 5 ans. Un peu plus même. Et voilà, donc c'est un jeu qui est fait de manière parfaitement indépendante. On a touché l'aide au CNC donc il y a déjà 2 années, deux années de ça. Mais ce que je veux dire par là, juste pour maintenir le côté indépendant et artistique, c'est que oui, effectivement, on n'est pas passé par la case de label, d'éditeur par contre, dans le sens voilà, on est libre de ce qu'on fait, on a fait nos recherches et on est passé à l'application ensuite, donc justement en produisant le jeu depuis 5 ans. Et je pense que je vais laisser Julien parler justement de ce qu'est réellement Dolos. Alors bonjour tout le monde, merci Johan pour l'invitation et cette opportunité donc de parler de Dolos. Donc du coup je vais essayer de présenter un petit peu comment fonctionne Dolos, comment on joue à Dolos. Donc pour rappel, vous jouez à l'opérateur d'un système qui est censé prédire le potentiel de réussite de tout un chacun. Donc votre rôle sera donc d'orienter les individus selon les directives de l'entreprise Dolos, ou au contraire d'essayer de lutter contre, pour essayer de respecter les aspirations individuelles.
Donc dans ce jeu, vous jouez le rôle de Théo, qui est un ghost worker, donc c'est-à-dire un travailleur payé à la micro-tâche et qui entraîne des intelligences artificielles, dont du coup Dolos. Et donc là, vous voyez son espace de travail, donc qui est scindé avec ses applications principales, dont Dolos, et à côté tout un tas d'informations, dont son compte bancaire et aussi Anti-Procrastinator qui oriente la façon de jouer, puisque certaines applications sont bloquées d'accès tant qu'il n'a pas terminé sa session de travail. Tu peux me montrer après Dolos. Ok. Ensuite, donc Dolos se divise en deux parties. La première partie est la partie de sélection, qui est en fait un jeu de gestion où vous allez récolter des données qui sont là ici à droite, complementary files, où en fait vous allez récupérer des données privées de chaque candidat qui vous permettent d'affiner son score de réussite, que vous voyez juste ici, là, potential, et qui permet d'évaluer en fait le potentiel de réussite qu'a ce candidat pour la formation qui est donnée. Donc votre objectif sera donc de récupérer ces données pour essayer d'affiner ce score et ensuite d'en sélectionner au minimum 10, tout en respectant dans votre panier de sélection un minimum de score de réussite, la moyenne minimale, pour le valider. Tu peux montrer ensuite l'autre partie. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez arriver donc à ce jeu-là où c'est tous les candidats que vous n'avez pas déjà sélectionnés, vous allez devoir les réorienter dans tout un tas de formations qui sont suggérées par Delos. Donc vous avez les orientations que Delos vous suggère pour chaque candidat et aussi ce que les candidats, eux, auraient aimé. Certaines fois, ça va correspondre, d'autres fois, pas du tout. Voilà, et l'ensemble de tout ça est aussi sous-tendu par un système de surveillance des opérateurs, puisqu'il y a tout un système gamifié, bon déjà les deux jeux qu'on a vus, mais aussi un système d'XP qui permet aussi de récompenser le joueur lorsqu'il respecte les directives de Delos, et le punir lorsqu'il ne le fait pas, sachant que s'il arrive à une XP négative, il est viré. En parallèle de ça, si tu as des screenshots des dialogues, ouais. En parallèle de ça, vous pouvez discuter avec Marie Orsa, qui est votre superviseuse chez Dolos, et qui, dans l'histoire du jeu, au départ, est quelqu'un qui croyait fermement à la promesse marketing de Dolos, qui consistait à trouver le meilleur avenir pour chacun de nous, puisque Dolos a été créé suite à une demande du gouvernement pour régler des problèmes économiques, pour régler les problèmes d'un chômage de masse, et arriver à créer une forme d'efficience économique. Et donc elle faisait partie des gens au départ, et elle croyait vraiment à la promesse du programme, et petit à petit elle va se rendre compte qu'un certain nombre de données sont masquées aux opérateurs, et engendre un certain nombre de discriminations, et même augmente les discriminations qu'on connaît déjà dans la société, puisque Dolos en fait, d'une certaine manière, fait une lecture très littérale de Bourdieu, mais presque pour appliquer ces déterminismes sociaux en vue de prédire, et presque dans un système quasi assurantiel pour éviter les échecs et d'arriver à une forme d'efficience. Et donc du coup, Marie, petit à petit, va arriver à créer un programme parallèle qui s'appelle Exodolos, et qui, lui, va permettre en fait de donner aux joueurs les informations qui sont masquées par Dolos, et en fait de donner aussi des éléments biographiques pour chaque candidat, ce qui permet aussi de raconter leur histoire, de raconter pourquoi ils sont discriminés par l'algorithme, et en quoi aussi ça pose des questions éthiques, des questions morales, etc. Et donc tout le but, ce sera, avec les moyens que l'on a, puisque en effet, en tant que simple opérateur de Dolos, on est totalement pris par le système, on n'a pas beaucoup de façons de faire pour essayer de lutter contre le système Dolos. Donc le but, ce sera de justement essayer de faire diverger l'évolution du programme pour que le programme en vienne à lutter presque contre ces discriminations. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Et voilà, si vous avez des questions après, je pourrais un petit peu compléter. Je vais juste rajouter un truc. Enfin, juste pour bien faire raccord avec finalement un petit peu aussi la journée, et là, on parlait beaucoup de comment dire, je ne me rappelle plus le terme, mais en tout cas de surveillance de récupération de données dans le jeu. En fait, concrètement, dans Dolos, c'était lié avec l'idée de lier la narration et le gameplay. Donc Julien parlait de ce personnage, et en fait la particularité dans le jeu, c'est que les données en tout cas sont énormes. Enfin, il y a énormément de données du comportement du joueur, donc typiquement combien de temps il prend à faire les phases de gameplay
et que Julien a décrit, le nombre de candidats que vous avez pris, enfin il y a énormément de choses en fait qui sont récupérées, qui sont volontairement interprétées narrativement dans le jeu pour justement faire un effet miroir finalement au joueur, à la joueuse de ses actions. C'est-à-dire en fait finalement c'est vraiment tout le centre du jeu. C'est pas uniquement d'un côté la narration avec le système de dialogue et on répond voilà au message ou pas, ou on répond pas, et d'un autre côté on travaille. C'est en fait finalement bon bref, en gros les deux en même temps, pardon, qui fait que du coup c'est ce qui fait justement on va dire cette espèce de narration un petit peu en temps réel, mais qui justement fait refléter un petit peu les données du joueur dans son comportement. Et alors il y aura peut-être des questions, parce qu'on en a un peu parlé hier, mais effectivement ces données elles sont intéressantes dans la perspective où potentiellement en multijoueur on pourrait même utiliser les données des précédents joueurs et des joueuses, et dans le sorte à ce que justement on se retrouve dans une espèce de mise en abîme où les opérateurs eux-mêmes, tous les joueurs de Dolos finalement se retrouvent classés, mais bon ça c'est quelque chose qui est juste une idée potentiellement qui sera faite si on a le temps, mais voilà en tout cas tout ça pour faire comprendre que les données de manière générale, en tout cas comment Dolos lui-même les interprète dans la narration, mais aussi nous-mêmes de notre point de vue des développeurs, enfin les données sont utilisées, c'est aussi quelque chose on va dire qui est pris en compte dans le fait justement de faire à la fois de faire des réflexions et surtout pas en tout cas un contenu moralisateur, car justement c'est ça aussi, on en parlait vite fait hier, que justement l'idée c'est de confronter l'opérateur, donc le joueur, à travers l'opérateur qui est un personnage, mais il s'immisce à travers lui finalement pour ensuite après faire ses propres choix. On parlait de jeux politiques là, tout à l'heure, et justement l'idée c'est qu'on l'assume comme étant un thriller politique parce que justement à travers le personnage de Théophile et de l'opérateur, donc dans Dolos, on est amené à faire des choix moraux, ces choix qui finalement sont nos propres choix et qui vont nous guider finalement vers la juste conséquence narrative qui est liée à ça, quoi. Oui, je précise aussi juste une dernière chose, c'est que vos actions en jeu, la manière dont vous allez interagir avec Marie, etc., va avoir une incidence sur le développement de l'histoire, sur les personnages aussi que vous allez aider à travers Dolos, qui vont évoluer de manière différente, les candidats. Aussi sur la manière dont le monde de Dolos, la Goétie, va évoluer sur le plan social, économique, politique. Et justement, vous pourrez voir aussi ces implications dans une autre, je ne sais pas si on l'a pas, parce qu'il y a une autre application, l'application News, qui permet aussi de voir au fur et à mesure, puisque le jeu se déroule sur plusieurs années, de voir comment le monde de Dolos en fait évolue sur ces différents plans. Voilà. Je crois que c'est bon. Merci beaucoup à tous les trois pour vos présentations, à la fois autour donc, du mode empreinte de The Legend of Zelda et de Dolos Your Best Future, qui est un jeu donc en cours de construction et dont vous nous avez montré à la fois les origines diverses et la réalité actuelle effectivement du gameplay du jeu. Alors, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Oui, je vous en prie. Merci beaucoup pour vos présentations. Alors concernant Dolos, j'aurais donc une question un peu double mais qui est très liée, dans les deux parties sont très liées. La première question c'est est-ce que dans la narration du jeu, la façon dont les informations sont prises, ou d'où est-ce qu'elles proviennent et comment du coup elles sont compilées pour arriver vers Dolos, est-ce qu'elle est précisée dans la narration du jeu? Et l'autre question c'est est-ce que du coup les informations pouvant être issues du jeu vidéo, du fait de jouer à un jeu vidéo, peuvent arriver du coup dans le Dolos, et est-ce que c'est quelque chose qui peut être mis en avant? De manière diégétique ou de manière extra-diégétique? Diégétique. Diégétique, ok, c'est juste pour être sûr. En fait, on en parlait vite fait hier, c'est que normalement, en fait, les données sont récupérées par Dolos de manière totalement, pour tous les opérateurs, ça c'est une évidence. Techniquement, les opérateurs de Dolos sont des travailleurs à la microtâche, donc en fait, voilà. Julien avait un petit peu expliqué le contexte socio-économique de départ, et du coup, techniquement, l'opérateur n'est pas trop censé se poser de questions concernant la surveillance, à moins justement de s'intéresser notamment à la narration, etc. Donc oui, en tout cas, la récupération de données dans cet univers-là est réelle, si bien qu'on le voit déjà, là on en a parlé vite fait, mais donc les opérateurs sont classés, et du coup, Marie aussi qui réagit aux actions de Théo, qui est une personne qui à la base, comme l'a dit Julien, vous apprend comment fonctionne Dolos, mais qui avec l'avancée de l'histoire va révéler d'autres choses bon bref voilà, je ne veux pas trop spoiler. Tout est une question de récupération de données. Donc en fait, la récupération de données est absolument partout, aussi bien du point de vue de Dolos
mais aussi de Exodolos, du coup, ce fameux programme qui lui aussi récupère des données d'un point de vue différent, mais aussi des données quand même aussi très intrusives. Et oui, effectivement, j'ai pas cité les deux références clés quand même, ça c'est important. C'est Orwell et Paper Please. Paper Please pour le côté voilà observation et jugement et dilemme, et Orwell pour le côté jeu d'interface. Et voilà, et par rapport à Orwell, justement, typiquement, la récupération de données et des gens de la société aussi est complètement assumée dans ce logiciel, notamment parce que le fait que les données qu'on a vues dans le jeu de gestion sur les candidats sont des données de la vie privée des gens, enfin en tout cas de plus en plus privées. Donc en tout cas, oui, on est complètement dedans dans les deux cas. Et pour la première partie de la question qui me semble, enfin, c'était pour savoir si justement la source de ces données était interrogée dans le jeu, comment elles arrivent, comment elles sont traitées, etc. C'est des questions qu'on peut aborder avec Marie, qui va vous révéler un petit peu comment fonctionne Dolos, comment sont traitées les données, pourquoi elles sont traitées. De la même manière, par exemple, sur pourquoi Dolos utilise la gamification, pourquoi il utilise ce système-là aussi. Le joueur va pouvoir en débattre aussi avec Marie, donner son point de vue et aussi marquer son malaise, puisqu'en fait Exodolos fonctionne un peu sur le même principe, puisqu'elle aussi va récupérer des données extrêmement privées pour raconter la vie des gens, mais justement pour essayer de lutter contre la logique de Dolos, essayer de retourner les armes de Dolos contre lui-même, mais qui pose aussi des questions éthiques très profondes, quoi. Et donc le joueur aura évidemment la possibilité de le faire remarquer à Marie et de s'interroger sur le bien fondé aussi de cette stratégie, quoi. Et après le joueur décidera de faire ce qu'il veut. Oui, merci pour ces deux présentations. Ma remarque ou question concerne les boucles de feedback qui sont mises en œuvre en fait, en tant qu'elles témoignent d'une capacité réflexive des individus, c'est-à-dire dans le premier cas, par où est-ce que je suis passé. Alors ça évoque bien sûr les bilans de Google Maps pour ceux qui ont voyagé à l'étranger et qui se retrouvent à un moment donné pareil, hein, avec vous êtes passé par Lille, enfin voilà, pour peut-être fait l'expérience pour certains, c'est assez fascinant. Et donc quand même un certain bénéfice qui est la prise de conscience, à la fois de ce qu'on a fait, mais aussi de ce que le système fait. Donc à minima, c'est un feedback plutôt de type d'élucidation et de clarification de quelque chose dans lequel on est pris. Et de l'autre côté, la question des champs de force, et on est pris dans des champs de force de détermination, des intentionnalités qui sont au cœur quand même de ces machines, puisque ce sont principalement des programmes qui ont des purpose, des buts, hein, une téléologie comme on dit, et donc l'asymétrie, et c'est ça qui m'a frappé dans vos communication, c'est l'asymétrie qui peut exister entre, on va dire, voilà, ce qu'on appelait avant le système et puis l'individu. Bon, donc moi j'ai un peu quand même l'impression qu'il y a un petit message plutôt positif de possible responsabilisation. En fait, moi, le mot clé que je vois un peu, c'est le lien, quoi. À quoi on est relié. Et comment on peut se responsabiliser. Donc moi j'aurais tendance à dire que la réentrance de la surveillance a peut-être une vertu de responsabilisation, mais c'est d'une naïveté quand je le dis terrible. Peut-être pas, après tout, je ne sais pas, mais je vous soumets cette réflexion. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé, j'aurais dû commencer par ça. Quel est l'intérêt pour le joueur ou la joueuse de voir sur l'interface de carte son trajet? C'est en théorie d'optimiser son exploration. Alors ça pose plein de questions déjà, mais c'est de voir par où il ou elle n'est pas passé en se disant, voilà, cette zone je ne l'ai pas fréquentée, je ne m'en étais pas rendu compte, je vais y aller pour trouver cette noix Korogu que j'avais oubliée ou je ne sais quoi. Bon. Alors oui, du coup, ça donne de l'agentivité, enfin, une sorte de, comment dire, ça donne une connaissance, en tout cas au joueur, à la joueuse, de ses propres comportements, ça permet une auto-analyse et ça permet une optimisation. Alors après, je sais pas si c'est, ça c'est très personnel, mais je sais pas si c'est ça que je recherche quand je joue à The Legend of Zelda personnellement. En tout cas à Breath of the Wild, qui propose une expérience qui est très sensorielle, très immanente, c'est-à-dire on est les genoux dans l'herbe, le vent dans les cheveux, etc. Est-ce que j'ai envie d'ouvrir mon interface de carte pour avoir une expérience ultra optimisée de mes déplacements et quantifiée, tu vois? Je ne sais pas si c'est. Il y a peut-être là une dissonance qui s'opère entre la quantité d'informations qu'on me donne et la philosophie de game design. Bon, je sais pas, ça, j'en sais rien. Mais oui, par contre, c'est très différent dans l'autre.
Oui, en fait, oui, effectivement. En fait, à la base, effectivement, on l'a dit, effectivement, le but premier, en tout cas, est de poser, le jour de la chose dans un contexte de réflexion, notamment vis-à-vis de la surveillance, mais effectivement aussi de l'utilisation politique de la surveillance et de l'IA en règle générale. Pour le côté, on va dire, plus positif, j'imagine que ça pourrait être utile, notamment, alors c'est rigolo parce que, en fait, finalement, je me rends compte que la petite feature, ce qui arrête pas de popper, devient un sujet assez important, notamment ici. Ça, c'est la fameuse, le fait de refléter ses propres choix par rapport aux choix des propres joueurs, ce que j'ai raconté notamment avec le mode démocratie, appelons-le comme on veut. Ça peut être une bonne manière, effectivement, de faire comprendre, en fait, les comportements des autres joueurs, ce qu'ils en retiennent. En fait, c'est vraiment, une fois de plus, de pouvoir pas juste parler de soi, mais aussi des autres joueurs de précédentes Dolos. Donc après, de manière individuelle, effectivement, on est plus dans de la narration classique, en tout cas thriller. Donc là, effectivement, on en parlait déjà hier, mais c'est par le fait de recommencer Dolos, le fait de se rendre compte des variations possibles, qui va potentiellement amener des choses. Il y a aussi un potentiel, en fait, au niveau du streaming, on se rend compte aussi, parce que le fait de recommencer, de voir les choix, c'est quelque chose qui, à mon avis, peut amener justement à la réflexion plus positive, en tout cas notamment sur le sujet de la surveillance. Mais voilà, j'ai rien d'autre à dire en tout cas. Je voudrais rebondir un peu, mais en lien avec la question qui vient d'être posée d'Étienne Armand et plus généralement aussi avec ce que vous avez dit. Il me semble qu'il y a pour relier aussi peut-être vos interventions, il y a quelque chose d'intéressant sur le côté optimisation et culte de l'efficacité de l'optimisation, parce qu'en fait dans Zelda c'est ça finalement, c'est ça qui est vendu. Et d'ailleurs je trouve que c'est à mettre en lien, moi je fais un lien avec, là pour la Switch 2 a été annoncé une sorte d'extension encore des deux Zelda que tu as évoqué. Et parmi les nouveautés, il y a un mode GPS qui sera lié avec son téléphone portable, une application sur téléphone portable qui permettra d'être guidé en GPS dans le monde que tu as évoqué. C'est-à-dire que vraiment, c'est a priori, on ne l'a pas encore, mais des vidéos, c'est prenez à droite sur plateau du haut machin, puis à gauche sur... Et en fait, là, je trouve que ça va dans la même dynamique que le tracé, là, c'est vraiment optimisé au maximum. Et moi, je fais le lien dans Dolos avec, il y a peut-être plein de liens à faire, mais notamment le lien que je fais, c'est avec on n'en a pas parlé hier, c'est pour ça que je profite de raccrocher ça, avec la fonction anti-procrastination de votre de l'interface, qui, alors vous allez dire beaucoup mieux que moi, parce que je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais qui fait qu'avec des points, on a accès ou pas à des applications là qui sont mis dans autres applications, auxquelles on n'a pas accès si on n'a pas ces points-là, pour éviter que le salarié que nous sommes se perde sur des applications s'il n'a pas fait la tâche qu'il doit faire. Donc encore cette idée un peu d'optimisation. Donc voilà, savoir ce que ça vous inspire tout ça, à la fois sur Zelda et sur Dolos, ce culte de l'efficacité en fait. Oui, il est d'autant plus c'est intéressant parce que les exemples de heatmaps que je vous ai donnés, c'est-à-dire Halo 3 et Valorant, on est dans des jeux multijoueurs compétitifs. Donc la question de l'optimisation de ces performances, elle est cruciale. Par où est-ce que je suis passé, où est-ce que je suis mort le plus souvent, où est-ce que je fais le plus de kills, etc. Parce qu'on est dans un culte de l'amélioration permanente de ces performances, dans une perspective compétitive, etc. C'est vrai que dans The Legend of Zelda Breath of the Wild, ça pose davantage question. On se demande un peu, si c'est oui. Oui, je comprends ta question, effectivement. ça pose davantage question. Ouais. Ça dérange si je prends d'abord. Alors, il y a pas mal de choses. Je vais essayer de concentrer mes propos. Oui, parce que... Ok, effectivement, déjà, oui, effectivement, pour relever ce que tu as dit, anti-procrastinateur, effectivement, c'est presque un petit gag, concrètement, narrativement, et voilà, c'est là pour justement t'empêcher de te disperser, et du coup, d'abord travailler, et une fois que tu as travaillé, tu as droit à, bon là, il n'y a pas Netflix, mais c'est tout comme, je pense que vous avez l'esprit, c'est d'accéder à des loisirs, même des jeux vidéo d'ailleurs, qui sont présents là, mais l'optimisation, en tout cas, oui, orienter le joueur vers un certain type de comportement. Par contre, oui, il y a un truc effectivement qui est assez important dans Dolos, c'est que contrairement à Paper Please qui mise par la rhétorique de l'échec et l'idée de justement de survivre continuellement, dans Dolos, si on suit son comportement d'optimisation, ça mène vers une rhétorique de la facilité plus que de l'échec finalement, où on se rend compte que justement, ça peut être un très bon biais justement pour se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas, même au niveau qu'en tout cas c'est bizarre, qu'il n'y a que cette chose-là. Si on fait qu'optimiser dans Dolos, on a rencontré des joueurs qui adorent ça, et je pense qu'ils passeraient 10 niveaux à faire ça, et à la fin ils monteraient en XP et ils seraient extrêmement récompensés en tout cas par la gamification. Pour autant,
on se rend compte que, enfin, moi, enfin, je pense que c'est l'intention qui est recherchée, c'est qu'on pourrait avoir l'intention qu'on passe à côté de quelque chose. Comme si finalement, il y a des wagons on est passé à côté d'éléments qui auraient pu amener à d'autres, à d'autres réflexions. Donc justement, l'optimisation, elle est là un petit peu pour fausser la. Enfin, c'est un peu comme le côté jeu ici, on récompense, on donne beaucoup de récompenses, on monte son niveau, etc. Mais à quel but, à quelle fin, ça, c'est justement, on compte en tout cas sur ces réflexions-là pour justement se rendre compte qu'il y a peut-être une voie plus difficile, qui là, pour le coup, n'est pas de l'optimisation, mais plus un mix entre Paper Please, on va dire, et ouais, enfin voilà, un petit peu entre les deux, on va dire. Alors, je vais prendre d'autres questions. Alors moi, c'est plus des remarques et des réflexions que des questions, mais c'est surtout pour Guillaume. Quelque chose d'intéressant qui m'a vraiment frappé dans ta présentation, c'est que contrairement à moi qui travaille sur des jeux services, donc des jeux en ligne, des jeux connectés, tu as l'air de dire que Zelda, c'était pas un jeu en ligne a priori, et donc qu'il y a quand même une collecte de données en fait qui se fait à ce niveau-là, et la question c'est quand est-ce que du coup cette collecte passe de la console au service de Nintendo, et et donc voilà que c'est intéressant de voir qu'en fait ça ne concerne pas que des jeux-services, qu'il y a vraiment des transferts de données qui sont tout le temps. Et une deuxième réflexion, c'est mal ce que je vais dire, mais je me demande si le téléchargement illégal de certains jeux pourrait pas être en fait une forme de résistance justement à cette collecte de données massive, parce qu'on sait que hormis pour les jeux services qui ont besoin vraiment qui sont multijoueurs, qui doivent être connectés à Internet, il y a plein de jeux qui sont désormais trouvables voilà, sur des sites sombres et qui peuvent être téléchargés en fait illégalement et qui vont peut-être mettre une barrière en fait à cette collecte de données, même si du coup ça permet on n'a pas accès à toutes les fonctionnalités forcément du jeu, mais on a accès au cœur vraiment d'expérience et voilà. Bah, merci beaucoup. Je crois qu'il y avait aussi une intervention, question. Oui, bon, rebonjour, merci à vous trois. Alors j'ai noté parce que c'était, enfin j'ai vraiment adoré ces échanges et ces trois présentations, trois prises de parole. J'avais une première question concernant, enfin une question à la fois question et remarque sur la présentation de Zelda et notamment lorsque je vous ai écouté, la première chose qui me suis venue, parce que là je me suis mis en mode Big Brother, c'est-à-dire je me suis dit ok maintenant quand je vais jouer à Zelda je vais réfléchir et je suis allé plus loin, peut-être trop loin, où je me suis dit mais Nintendo ne fait-il pas ça déjà depuis la balance board lorsqu'on analysait nos données de santé sur Wii Sport, ou même je crois sur Nintendo DS il y avait je me rappelle le petit tracker pour pouvoir suivre nos pas. Je crois que j'ai noté aussi le réveil Mario qui est sorti il n'y a pas très très longtemps ou qui analyse nos données de jeu. Donc je voulais faire un parallèle où finalement à la fois on est surveillé dans le jeu, mais on commence aussi, et là je reviens un peu sur une forme de Black Mirror entre guillemets, mais on est surveillé aussi dans notre propre monde par une forme alors est-ce que c'est de la gamification, mais en tout cas par une forme de surveillance aussi par le jeu. Alors ça c'était ma première question, plus Zelda, et la deuxième j'en profite sur la question sur le projet Dolos. Ça m'a fait penser aussi donc à The Operator que je présentais. Et alors la question vraiment c'est il y a aussi des applications sur smartphone comme Simulacra ou Sarah is Missing qui simulent des environnements de travail où la première chose qu'on fait, en tout cas moi c'est ce que je fais, peut-être que c'est pas bien, mais c'est comme mon objectif est de prendre le rôle de quelqu'un, je vais directement aller vérifier dans sa corbeille s'il y a des données qui ont été oubliées, dans ses mails, dans ses photos, parce que je sais que ce type de jeu va me demander un petit peu d'aller chercher à droite à gauche des données, puisque je reprends le poste de quelqu'un. Alors ma question c'est, est-ce que dans Dolos on reprend le rôle, c'est Théo? Non, Théo. Est-ce qu'on reprend la suite de Théo ou est-ce qu'on commence juste à être Théo et lui-même à être Théo, ou est-ce qu'on va avoir accès à des données qu'il lui-même a sur son environnement de travail et qui sont cachées? Et jusqu'où, ce que je vois sur les petites private jokes sur The Last of Us, etc., jusqu'où vous êtes allé pour pousser la dimension opérable de cet environnement de travail? Est-ce que par exemple si je clique sur The Last of the Nihilist 2, est-ce que je vais avoir accès à une forme de contenu, ou est-ce que ça va rester en tout cas dans le projet, est-ce que je vais avoir accès à quelque chose? Est-ce que je vais pouvoir surveiller le personnage plus que de le suivre dans son histoire? Alors, sur la question de la collecte par Nintendo des données, disons, hors du jeu,
versus la collection des données à l'intérieur du jeu. C'est vrai que la collection des données hors du jeu, oui, c'est vrai que c'est pas quelque chose où je tombais de ma chaise, vous voyez, d'apprendre que Nintendo. Enfin, mais là en ce moment, je joue beaucoup à Pokémon et ça m'a rappelé l'existence de Pokémon Sleep, par exemple, c'est terrifiant. Voilà, ou Pokémon Smile. Je sais pas si vous vous souvenez de cette application qui permet aux enfants de se brosser les dents devant leur smartphone et à la fin ils capturent des Pokémon. Bon, c'est horrible. Donc le fait qu'il y a une collecte des données dans nos comportements extraludiques, ça c'est quelque chose que j'imaginais très. Enfin, j'avais pas de mal à me le représenter, même si je savais pas comment ça fonctionne. Là justement, voilà, j'ai essayé de voir un cas de collecte de données à l'intérieur du jeu, à un endroit où on se dirait pourquoi collecter des données ici? Qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir si je suis passé à droite ou à gauche du plateau du prélude? Bon, et en fait de voir l'intérêt que ça pouvait avoir dans les processus de conception. Donc c'était ça l'angle. Mais oui, après je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Je souscris à 100%. Alors, je pense qu'on va le faire en 2 temps parce que je pense qu'aussi Julien aura de quoi dire sur le côté trouver des données cachées, on va dire. Je pense que je vais te laisser cette part-là. Juste d'abord, voilà, pour la partie purement arrivée sur l'espace de travail, etc. Donc, petite précision importante, on est Théo. Donc en fait, on n'est pas sur son interface. Il faudra qu'on clarifie ça potentiellement parce qu'on a eu des retours des fois où les joueuses pensaient qu'on était, on piratait le compte de Théo et qu'on n'était pas Théo lui-même. On incarne Théo, donc on est bel et bien Théo. Et l'aspect, on va dire, trouver des choses sur l'interface, etc. C'est quelque chose qui, bon là effectivement, autant en parler directement parce qu'effectivement hier on l'a montré. Bon là les interfaces qui sont catégorisées comme étant secondaires ne sont pas accessibles. Anti-procrastinateur t'empêche d'y aller. Néanmoins, Anti-procrastinateur lève le verrou sur certaines choses. On va dire c'est un peu comme du contenu secondaire bonus additionnel qui permet d'accéder à davantage de contenu, notamment via les articles de presse qui eux aussi sont bloqués au sein de l'application mais qui se déverrouillent quand on termine justement un niveau de jeu. Après l'idée c'est que là on est plus de l'ordre à la fois soit des références, des easter eggs. Il n'y aura jamais énormément de choses. En fait on n'est pas sur un jeu d'enquête, c'est ça aussi. Enfin on n'est pas basé sur un jeu d'enquête contrairement à The Operator. Effectivement, il y a aussi, je pense, à Normal Lost Phone et Another Lost Phone, de jeux où on est sur un téléphone. Là, il y aura pas, enfin, le cœur de jeu ne sera pas de trouver des mots de passe et de rentrer dans des comptes, etc. Et ce sera plus une boucle finalement comme Paper Please. Par contre, une boucle évolutive qui va amener, je pense, et là, transition incroyable, qui va amener des évolutions narratives et des données de plus en plus. Voilà, vas-y, tu sais quoi, enchaîne là-dessus. Oui, donc sur le personnage de Théophile, donc oui, il a son passé, etc. Mais c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir, on va pas l'apprendre à travers des données comme ça qui seraient dans une corbeille ou on va pirater certains trucs pour avoir des données là-dessus. Les données qu'on va avoir sur le passé de Théo, en fait, vont surtout se passer à travers les dialogues qu'on va avoir avec Marie. Concernant après la question de l'enquête, c'est un peu plus compliqué parce que c'est parler de certains événements qui se passent après, un peu plus tard dans le jeu. Mais on va aussi avoir cet aspect-là un peu où en fait on va essayer de récupérer des données sur Dolos et comprendre un petit peu quelle est la stratégie de Dolos, quelles sont les intentions de Dolos, etc. Donc il y aura quand même cet aspect un petit peu enquête et essayer de regarder un petit peu à travers, enfin derrière Dolos, qu'est-ce qui se passe quoi. Effectivement, ça pourra aussi te donner une petite piste, c'est que effectivement le point de vue de Théophile est assumé durant tous les niveaux avec cette interface-là. Il y a ce qu'on appelle des intermèdes entre les niveaux, qui là donnent des points de vue un peu externes, voilà, des cinématiques, des choses, on sait pas, enfin, on connaît pas toujours les points de vue, mais l'idée c'est d'apporter des bonnes informations qui là pour le coup ne sont pas du tout du point de vue de Théophile, mais comme l'a dit Julien, plus de comprendre Dolos, et voilà. Oui, parce que c'est vrai que ça, c'est vrai, j'en ai pas du tout parlé, mais on a des éléments aussi un peu transmédia. Puisque vers la fin du jeu, on aura accès à des cinématiques qui permettront de montrer un petit peu la genèse du projet Dolos à travers l'histoire des 2 créateurs de Dolos, où on aura donc des cinématiques filmées en prise de vue réelle avec des acteurs, où on remontera dans le passé pour comprendre qu'est-ce qui a amené à la création de Dolos, quelles sont les motivations des 2 créateurs et quelles sont leurs motivations morales, éthiques, politiques. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des... Oui, encore une question. Bonjour, rebonjour. Merci encore pour vos présentations. J'avais peut-être une remarque slash question. Malheureusement, ça traite peut-être plus de la question multijoueur, chose qui
qui a pas trop été discuté sur la table ronde, si ce n'est un petit peu avec les heatmaps de FPS. Mais en somme, ça discute bien parce que je sais pas je sais pas ce qui a été discuté ce matin pour autour de l'industrie, etc. Mais il me semble qu'il y a un élément, au moins dans le contexte du jeu multijoueur de surveillance, qui est toujours important à prendre en considération, c'est l'anti-triche, l'anti-cheat. C'est des éléments qui sont souvent acceptés des joueurs de facto, mais qui sont relativement invasifs, voire très invasifs. Juste en reprenant l'exemple de Valorant, on parle d'un logiciel qui s'installe quasiment à la couche primaire du système d'exploitation pour vérifier si on triche pas, etc. Mais même tous ces systèmes-là qui causent une question de surveillance quand même assez massive, parce que du peu de temps que j'ai passé à jouer à Valorant, je me suis rendu compte que si on fait pas attention, ça se lance de base avec l'ordinateur dès qu'on le lance. Mais il y a plus l'idée que j'ai l'impression que en 60 ans d'existence du jeu vidéo, il n'y a pas eu un seul vrai anti-cheat qui fonctionne à 100%, même chez Valorant. Et ça me fait penser du coup aux questions de coveillance qui ont été un peu abordées, parce qu'il y a des développeurs, notamment Valve, qui mettent en place un peu des systèmes un peu à la Dolos, hein, d'Overwatch, où des joueurs peuvent candidater et dire moi je suis une personne fiable, vous m'avez jamais trouvé en train d'utiliser un antivirus, donnez-moi vos cas où vous n'êtes pas sûr qu'il y a un anti-cheat, donnez-moi un cas où vous pensez qu'il y a de la triche, mais qu'apparemment vous n'êtes pas trop sûr, et moi je vais regarder, je vais vous dire. Et il y a un peu cette idée-là de mettre le pouvoir dans la main des joueurs, parce qu'au final, n'importe quel système de surveillance ne pourra pas avoir, parce que c'est toujours une bataille. On parlait de piratage tout à l'heure, mais il y a toujours cette bataille entre le développeur et le joueur qui va essayer de mettre tous ses avantages de son côté. Et ça me faisait penser, oui, c'est cette idée que peut-être que la meilleure forme de surveillance dans un jeu, pour vérifier que tout fonctionne, en fait, c'est le joueur lui-même, et que de temps en temps, il n'y a même pas forcément besoin de passer par des systèmes qui sont pas décrits de base, comme Breath of the Wild ou quoi, où il faut juste lui proposer presque un peu l'outil d'être en domination face à quelqu'un qui va détester, parce qu'il veut pas qu'il y ait de cheater dans son jeu. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, on avait discuté un petit peu juste avant de l'idée de feedback apportée par les joueurs extra-diégétiquement sur un jeu en développement ou quoi, donc bon. Oui, enfin, je suis très d'accord sur l'aspect plutôt compter sur les joueurs eux-mêmes pour se surveiller. Après, enfin, en tout cas, moi, j'ai rien à redire sur l'aspect, même par rapport à Valorant. Effectivement, je connais des amis qui justement ne refusent d'y jouer justement à cause de ça, parce que c'est vraiment effectivement très intrusif. Pour autant, après, moi, d'un point de vue plus bienveillant, en fait, sur l'aspect communautaire. Bon, ça n'a rien à voir avec Dolos, mais typiquement, enfin non, enfin si en vrai, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de joueurs de jeux qui étaient venus nous voir en mode, est-ce que vous ferez des mods dans le jeu, enfin, est-ce que c'est possible de pouvoir modifier le jeu, etc. Des choses qui sont, enfin, des questions qui sont intéressantes. Et c'est sous cet aspect-là aussi où j'y vois quelque chose d'intéressant, au-delà de simplement juste, enfin, les joueurs qui se surveillent eux-mêmes, c'est récupérer le jeu, le modifier lui-même et essayer et moi, même de l'améliorer. Moi en tout cas personnellement je n'ai pas de problème par rapport à ça, et dans Dolos d'ailleurs, bon, nous on est un jeu solo, on a vite fait parler de la fonction multijoueur, mais si c'est le cas, dans tous les cas on préviendra que c'est une variation du jeu, enfin c'est un mode de jeu particulier qui ne sera pas le mode proposé par défaut, et voilà, ça c'est quelque chose d'ailleurs qu'on fera pas à la sortie du jeu, ça c'est sûr et certain, parce qu'en fait on n'a pas les compétences pour, mais l'idée c'est que c'est de la récupération de données post partie, où l'idée en fait on récupère les scores des précédents joueurs et on les compare avec les nouveaux, en fait c'est ça un petit peu comment ça va se passer. Mais après, bon voilà, on n'ira pas aussi loin que ça, parce que je pense que tu l'as vu, on est une petite équipe. Là, tu parlais de gros jeux, donc voilà. Pour être un peu plus clair sur l'aspect multijoueur asynchrone, au départ, dans Dolos, ça a été pensé comme on est un opérateur d'un système qui est censé entraîner l'intelligence artificielle, vos actions ne sont pas les seules en fait qui vont entraîner ce tir. Il y a aussi tous les autres opérateurs. Donc il y avait cette idée qu'on récupère les 100 parties précédentes des joueurs et qu'on mêle vos décisions à celles des joueurs précédents, et ça va dicter en fait la fin que vous allez avoir, et donc une fin qui pourra diverger de vos propres choix. Et en même temps, voilà, c'était une façon aussi, parce que souvent dans les jeux vidéo quand même, on place le joueur au milieu du truc et toutes ses décisions vont impacter absolument tout. Enfin bon. Donc là c'était aussi une façon d'apporter un peu plus de réalisme en ne mettant pas le joueur totalement au centre de l'expérience, et aussi de montrer que dans la réalité, et surtout sur ce type de système, en fait, ce qui nous détermine surtout, c'est une forme d'impuissance,
on n'a pas vraiment la possibilité en fait de changer ces systèmes-là, et à la limite peut-être d'essayer de les faire diverger, mais vraiment dans des interstices très très serrés. Et d'ailleurs c'est un peu toute la difficulté de Dolos et tous les problèmes moraux et éthiques que ça pose à travers l'histoire dans le jeu, c'est que on est obligé de lutter, si on décide de lutter contre Dolos, on est obligé de lutter avec les propres armes de Dolos, et parfois même en allant plus loin que lui, en faisant des choses peut-être même potentiellement beaucoup plus questionnables éthiquement que Dolos. Et je te la parole juste après, mais effectivement, c'est une question qu'on n'a pas abordée directement parce qu'on ne pouvait pas tout aborder dans la journée. Mais je trouve que la question qui a été soulevée de la surveillance entre joueurs, elle est extrêmement importante, notamment parce que en fait c'est toutes les questions de modération, de signalement. Je peux signaler un joueur pour tel comportement. Il y a des jeux dans lesquels c'est extrêmement précis, vous faites vraiment un reporting sur un joueur en disant voilà tel type de comportement à telle date, etc., ce que j'ai vu ou autre. Le jeu invite à ça, hein, ça fait complètement partie, et pour l'éditeur c'est tout bénef entre guillemets, parce que il a moins d'équipes, il n'a pas à payer une équipe éventuellement de modération pour un jeu en ligne, etc., en tout cas une équipe moindre. Voilà, il donne l'impression au joueur qu'il a le pouvoir aussi, donc ça permet de renforcer le joueur dans ça. Voilà, donc il y a aussi, je me souviens moi à l'époque, il y a longtemps où je jouais à Dofus, il y avait les questions il y avait des joueurs qui étaient modérateurs Dofus, etc. Et là c'était des joueurs mais qui prenaient un grade supplémentaire, et voilà, donc il y a effectivement toute cette question là qu'on n'a pas explorée mais qui est extrêmement intéressant. Je rejoins totalement votre question. Juste dans le prolongement, effectivement, derrière cela, il y a la question de la construction sociale de l'ordre collectif, du sens commun, de la norme, et la question de la confiance, qui n'a pas trop été abordée non plus. C'est-à-dire que si on surveille, c'est qu'on doute profondément de la possibilité que l'autre agisse correctement. Enfin, je veux dire, on surveille les enfants parce qu'ils vont faire des bêtises, on surveille les citoyens parce qu'ils sont irresponsables, on surveille les récidives, enfin les anciens délinquants parce qu'ils vont faire de la récidive, etc. Et donc, quelque part, derrière l'idéologie de la surveillance, qui est quand même une idéologie coercitive et de prétention au contrôle, que ce soit par des modes de suggestion douce, on a un déficit de confiance énorme. Aussi bien dans le système, parce qu'il faut toujours le renforcer, l'amplifier, parce qu'on sait qu'il y aura un bouclier pour un brouillage, un parasitage, qu'il y aura des astuces, etc. Et donc en fait c'est un cercle vicieux, qui rejoint aussi la question des théories de l'étiquetage. Donc labelling theory, quand on dit qu'il y a quelqu'un qui est mauvais dans la classe, il devient mauvais, et la question aussi de l'attribution identitaire. Alors bon, moi je donne par exemple un cours de socio-sémiotique de l'assignation dans un master d'influence et d'intelligence économique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire comment est-ce que on définit des caractéristiques à des individus ou à des entités, et ce faisant, on utilise ces caractéristiques en les caricaturant, les simplifiant, les réifiant pour un outil d'influence. Et donc ça marche assez bien, mais ce qu'il faudrait vraiment réfléchir, c'est l'inverse. Et pour ça, malgré tout, il y a toute la face créative et contributive qui a donné beaucoup d'espoir dans le jeu vidéo, que ce soit les autogestions communautaires, les responsabilisations dans des serveurs autonomes OpenSim, dans du Minecraft. Enfin voilà, c'est quand même un énorme champ, hein, qui était, qu'on peut considérer comme contre-culturel, mais qui est pas tellement mis en valeur. Et donc on pourrait se dire que notre journée d'études a peut-être pour objectif de pas non plus tomber dans ce que j'appelais la séduction paranoïaque ou la paranoïa séductrice, pour ne pas rester dans cette fixation dystopique où tu vois, t'es là devant les phares de la voiture, t'es là, le lapin, au secours, et puis finalement tu bouges pas tes fesses, quoi. Tu creuses ton trou et puis tu t'attends qu'on te tape dessus, quoi. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment essentiel de reconsidérer le statut de l'humain et de la machine et du collectif dans cette affaire-là. Moi ça me paraît fondamental, quoi. Je me permets juste de réagir par rapport à ça, c'est que justement l'issue de enfin là c'est un peu général ce que je vais dire, mais par rapport à la science-fiction et dans sa fonction qui est à la base effectivement de prévenir aussi, mais de choquer les consciences. Mais au-delà de ça, si ça choque les consciences, c'est que c'est un retour à la réalité. C'est presque un peu comme la distanciation de Brecht au théâtre. C'est que l'idée, c'est que d'un coup, le rideau de la fiction se brise, on revient à la réalité, et du coup là on fait le rapport avec le réel, et on essaie justement de réfléchir à la vraie situation. Nous en tout cas c'est aussi notre but, c'est pour ça que je pense que vous l'avez vu là, les frontières entre le réel et sont assez proches, et alors certes il n'y a pas la dynamique en tout cas entre les joueurs, parce que justement
on force l'aspect individualiste, compétitif, néolibéralisme à l'extrême, mais justement dans le but de faire un parfait reflet. Enfin, Théophile est un télétravailleur, il bosse chez lui, il est lui-même auto-entrepreneur. Enfin voilà, enfin je dirais dans un statut qui s'assimile à de l'auto-entrepreneuriat. Donc on est vraiment dans la consécration ultime de tout. Enfin voilà, un petit peu le cocktail explosif de ça, quoi. Mais pour mieux conscientiser le fait qu'il y a un problème dans la société et que justement il faut réfléchir en dehors du jeu. Je veux juste rebondir une petite seconde sur ce que tu disais. Ce moment de délégation, en tout cas de confiance accordée au joueur ou à la joueuse, ça va pas venir de Nintendo par contre. S'il y a bien un studio éditeur qui n'a aucune confiance en ses joueurs et ses joueuses, c'est bien Nintendo, qui les tient en laisse en permanence, qui ne permet aucun apport de la communauté, aucun mode, aucune initiative de détournement ou quoi que ce soit. C'est bien Big N, hein, c'est pas pour rien qu'il a ce surnom. Bon voilà, donc bon, t'as bien la tête d'autres voies, d'autres comment dire, d'autres structures de production, hein, peut-être du jeu indépendant, peut-être. Hein. Ah oui, non mais il bloque. Mais oui, même, je disais même, effectivement, je vais tout à fait dans ton sens, et même l'e-sport, par exemple, parce qu'un jeu comme Mario Kart, ça pourrait donner des dingueries en termes d'e-sport, et en fait, Nintendo, ils s'en fichent complètement, quoi. Et au contraire, même, en fait, effectivement, ils bloquent les possibilités d'e-sport, etc. Parce qu'effectivement, je pense qu'ils n'ont pas du tout confiance dans les joueurs, et ils veulent maîtriser de A à Z l'outil. Et là, d'ailleurs, on a parlé ce matin, je fais le lien avec ce matin, mais on a parlé ce matin du fait qu'avec le dématérialisé, on pouvait plus s'échanger, etc. La Nintendo, ils ont annoncé un système de prêt, mais alors c'est vraiment extrêmement cadré. On aura le droit de prêter un jeu virtuel à quelqu'un, mais que 15 jours, et il faut physiquement être en contact avec cette personne, etc. Enfin, c'est extrêmement cadré. Ça va être l'enfer, quoi, concrètement. Mais voilà, ils veulent absolument contrôler les choses, quoi. Mais juste absolument tout, la musique et Ouais. pareil aussi pour les replays des jeux, enfin tout, absolument tout là-dessus. D'ailleurs, il y a une époque, je me souviens que les jeux Nintendo, on pouvait pas les avoir sur YouTube parce que ça strikait la musique des jeux Nintendo, quoi. Voilà, c'est... Oui, et dans Dolos, pour faire un petit point sur le lore, sur pourquoi le système est mis en place, il y a aussi cette idée que la forme de notre économie libérale ne fonctionnant plus, on essaie de mettre une forme de surcouche technologique pour imposer un certain type de comportement. Ce qui me rappelle une citation d'un économiste dont j'ai oublié le nom, mais qui expliquait que ce n'est pas la théorie qui se trompe, c'est le réel. Et cette idée donc d'imposer une forme de comportement, imposer les gens à devenir des véritables homo economicus, pour que enfin le système libéral fonctionne. Et donc dans Dolos, on a vraiment cette idée-là que c'est presque l'aboutissement maximal d'une contrainte pour pousser les gens à se contraindre presque individuellement à correspondre aux attentes d'un système économique. Et évidemment, l'hypothèse qu'on en fait dans le jeu, sans vouloir trop en dire, c'est que ce n'est pas tenable et qu'au bout d'un moment, ça craque. Et donc du coup, Dolos aussi, c'est ça, c'est l'histoire de comment ça peut craquer et comment faire en sorte que ça craque. Pour résumer, c'est un Black Mirror, mais en moins frustrant, c'est ce que on aime bien dire, parce que justement, il n'y a pas l'issue frustrante et tu es salé sur la fin. Là, il y a vraiment cette idée de, on peut un petit peu être plus contenté par les issues du jeu, on va dire. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on arrête les discussions là. Merci beaucoup pour cette table ronde. Je vais dire quelques mots conclusifs, mais d'abord, merci vraiment à vous.